swear. Brian T. City, Max Holloway, UFC 231, 8 décembre à Toronto, Canada. Bien, eh bien monsieur, c'est le combat featherweight le plus attendu depuis un certain mois de décembre 2015 où José Aldo fut opposé à Conor McGregor. On en est là au niveau de l'histoire. Donc Max Holloway qui défend sa ceinture pour la première fois depuis sa victoire en 2017 contre José Aldo, la deuxième par TKO au troisième round comme sa première défaite, face à Brian Ortega qui impressionne. Et d'ailleurs on va commencer par ce combat-là, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse le plus de cet événement-là, entre deux mecs qui sont absolument exceptionnels, j'irais même jusqu'à dire exceptionnels. On ne sait pas qui va s'imposer. C'est 8 décembre. On est sur le fil du rasoir parce que, en fait, il y a tellement d'inconnus, parce que les deux, de toute façon, sont en progression constante. Chaque combat, on découvre des combattants nouveaux avec des armes ajoutées, etc. Et Brian Ortega, avec sa victoire contre Frankie Edgar, on avait fait de la preview, on pensait que Frankie Edgar allait s'imposer parce qu'on était là, c'est vraiment le niveau au-dessus. En plus, Frankie Edgar est infinissable et il a scotché tout le monde parce qu'il a dosé en boxe. Qui plus est, au premier round, parce que Brian Ortega avait la réputation c'était pas qu'une réputation, ça se voyait sur tous ses combats. C'est un diesel, le mec, normalement. Les deux premiers rounds, et d'ailleurs, pour reprendre Paulie Damso, il perd ses combats jusqu'à ce qu'il les gagne. Exactement. Et finalement, là, dès le premier round, boum, le mec a créativement explosé, petite maestria en striking face à Frankie Edgar, qui plus est, en plus, Frankie Edgar qui ensuite a battu Cub Swanson, donc il a montré qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. Bref, Brian Ortega, avec son dernier combat, en a impressionné plus d'un, et est passé de peut-être un petit peu léger contre Max Holloway à problem. Ouais, il est tellement en progression, mais genre exponentielle à chaque combat, que, en fait, même si on pouvait avoir des doutes, et c'était assez légitime. Oui, tout à fait. Quand on voit ses combats, contre Moïcano, ses combats contre Swanson, etc., on se dit, au sol, de toute façon, il n'y a plus aucun doute. C'est un bazooka, mais d'un autre côté, debout, c'est prenable. Le problème, c'est que maintenant, on en est plutôt à se demander, ok, il vient de mettre KO un mec qui n'a jamais été mis KO de sa carrière, alors qu'il a combattu des monstres. Ouais. Et jusqu'où, en fait, on se demande où est le plafond, en fait. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que le mec peut aller? Et on aura une réponse, un élément de réponse contre Holloway, parce que là, contre Holloway, tu peux pas arriver avec un demi-bout de boxe. Ouais. Il faut arriver avec le package complet, parce que Holloway, lui, il déconne zéro. Il est extrêmement complet, il a une gestion des distances qui est magique, il frappe dur, il frappe fort, il est rapide, il est varié au niveau de ses attaques, mais aussi des angles qu'il utilise, il est varié. Il a pas peur. Il a jamais peur, il a un mental de ouf, il ne recule pas, il a un cardio d'enfoiré pour aller avec ça. Donc, et surtout, il est très constant. Max Holloway, il sait jamais en dents de scie, c'est pas Donald Cerrone, on sait tout le temps qu'on va avoir un tip-top de Max Holloway. Ouais. Et donc là, voilà, il y a intérêt à ce que Brian Ortega soit au top du pop de sa forme. D'un autre côté, il est en pleine bourre, lui n'a pas eu les problèmes qu'a eu Max Holloway, dont on ne sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Donc ça, c'est flippant. Et ça fait peur, en fait, moi c'est plus pour le côté justement dont tu parlais avec justesse, et le côté Max Holloway, le mec qui ne recule pas, qui impose sa pression constante. Là, avec les problèmes qu'il a eu, donc pour rappel, il avait pas combattu à l'UFC 226, avant ça, il avait pas combattu à l'UFC 223, et encore, avant, à l'UFC 221, chaque fois, il avait déclaré forfait. C'était donc pour des problèmes, à la base, c'était sa cheville, une autre fois, c'était, je crois, un genou, et ce qui était beaucoup plus inquiétant, et puis c'était un mauvais weight cut pour l'UFC 223. Pour l'UFC 226, c'est là que ça fait beaucoup plus peur, parce que c'était, en fait, il avait des problèmes, il avait les syndromes de commotion cérébrale. Et sauf que le mec n'avait pas ça. Et quand on a des syndromes de commotion cérébrale, normalement, c'est quand quand tu as les maladies que les joueurs de football américain développent. Donc c'est après leur carrière, quand les mecs ont environ 50 ans, ils ont la CTI et les mecs commencent à oublier où est-ce qu'ils sont. Genre, ils sont dans leur voiture, ils savent plus où ils sont. Ils ont la démence, des trucs ultra badants. Et t'as ça, normalement, quand t'as eu énormément de chocs à la tête et
que ta carrière est vraiment passée donc derrière toi. Par exemple, ce que Gary Goodridge a. Ah, ouais, donc lui, voilà, il a la Fighter's Dementia, c'est-à-dire que lui, il est vraiment devenu fou. À cause de ça, il y a des mecs qui deviennent complètement bipolaires et qui se suicident. C'est beaucoup le cas des footballeurs américains. Et c'est longtemps après la carrière, non pas quand t'as 26 ans. 27, je crois. Mais du coup, de toute façon, ou alors, donc la troisième option, ce serait qu'il est particulièrement sensible à ce genre de truc. Et on avait déjà cité dans des podcasts il y a quelques temps Joseph Valtellini, le kickboxer qui a arrêté sa carrière à cause de ça. Parce que lui avait des syndromes tellement violents dus à des commotions qu'en fait, il développait une hypersensibilité lumineuse. Le traitement qu'il a dû suivre pour ça, c'est genre 3 jours dans une pièce qui est entièrement noire, et s'il y a ne serait-ce que la lumière de son portable qui se recharge, pour lui c'est genre une torture et tout. Donc le cerveau flingué, mais flingué. Et d'ailleurs maintenant il ne combat plus évidemment parce que c'est extrêmement sérieux. Donc si inquiétant quand même. Si c'est ça, c'est très inquiétant. Et ça pourra peut-être impacter la manière dont il s'est entraîné, Max Holloway, peut-être plus de sparring, peut-être plus, on sait pas comment ils se sont organisés. Et comment il va aborder le combat. Parce que c'est ça aussi, parce que quand t'as un truc comme ça, tu te dis, bah, me prendre des coups dans la tête, c'est pas, je sais de base que c'est pas bien, mais s'il a en plus Max Holloway qui en plus est père, donc ça ajoute aussi au côté émotionnel, qu'il ait moins ce côté un petit peu lion fougueux qu'il avait précédemment. On se souvient notamment de son combat contre... oh non, allez, oh voilà. José Aldo. Non, mais celui qui l'a combattu. Oui, ou les 15 dernières secondes, là où ils sont là, putain. Non. Oh, le professionnalisme. Il a une espèce de mi-mulet. Oui. Attends, je vais le trouver avant que tu trouves ce putain d'enfoiré. Il est mexicain. Oui. Il a gagné son dernier combat. Il s'appelle... Allez. J'ai fait une faute avec ça. Il s'appelle... Mon Dieu, oh putain, c'est pas vrai. Non mais c'est pas possible. C'est pas Nico quelque chose, non Non, il y a des A dedans. Il s'appelle... Ricardo Lamas. Ricardo Lamas. Oh putain, les amateurs. On est à la masse. On est à la masse. Bref, donc voilà, donc à la fin du combat contre Ricardo Lamas, dernier round, il restait 15 secondes, et Max Holloway qui dominait de la tête et des épaules, il a montré le centre de l'octogone, il a dit maintenant mec, let's bang, t'es chez moi, let's bang. Et voilà. Et ça, tu peux plus. Quand t'as des syndromes commotionnels, non. Et voilà, donc est-ce que ça va écorcher un peu son approche, que ce soit de l'entraînement ou même du combat, ce qui serait... Parce que même contre José Aldo, il y a eu ces moments un peu. Exactement, ouais, des moments en mode je suis chez moi et ça fait partie intégrante. Et c'est vrai que on en parle très souvent avec John Jones du fait que la personnalité d'un combattant et son charisme, même hors de la cage, affecte sa manière de combattre. Ouais. C'est forcément, avec un mec aussi charismatique que Max Holloway, forcément ça joue. Et voilà. En plus, face à un mec qui est aussi dangereux que Ortega et qui lui aussi est connu pour ne rien lâcher, lui aussi est connu pour toujours revenir, etc. Comment ça affecte ? Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, donc surtout qu'il est obligé. En fait, c'est moi ce qui m'inquiète un peu pour Max Holloway, c'est que l'avantage qu'il aura lui, ce sera debout. Donc il faut qu'il ait toujours cette attitude-là debout, parce qu'au sol, évidemment, ce sera très compliqué. Ouais, même si Max Holloway est très bon, et il est très bon. Contre Ortega, ça suffit pas. Voilà, c'est le mec qui met un dragon blanc aux yeux bleus alors que tu il a quand même battu Moïcano là-dessus, donc ouais, mais il a battu Cub Swanson là-dessus, et Cub Swanson pareil qui est une pointure, mais de toute façon on le répétera jamais assez. Même les gens qui sont spécialistes du Brazilian Jiu-Jitsu qui s'entraînent avec lui le disent, il met à l'amende des gars du top level, du top niveau. À partir de là, de toute façon, ça peut pas être que des bruits de couloir, parce que le mot est sorti un peu de l'antre de l'entraînement, de l'antre des gymnases et tout ça, donc forcément ça veut dire que, il y a forcément un fond de vérité là-dedans. Donc au sol c'est game over, tu peux survivre et essayer de t'en sortir avant la fin du round, de te relever, mais tu te soumettras pas. Je serais très, très étonné. Donc voilà, ça va se jouer debout, ça va se jouer sur les transitions, à savoir est-ce que Ortega va avoir additionné ça dans sa panoplie et va essayer de trouver des bons timings pour faire des transitions, peut-être de l'amener en clinch et après de travailler à des changements de niveau, etc. Comment est-ce que Ortega va aborder ça? Mais sachant que, voilà, on en discutait avant, il y a aussi une grande chance pour que Ortega, qui découvre seulement la technicité et la puissance de ses propres mains, puisse, ils se disent, de toute façon, le sol, bon, je suis chez moi, je suis à la maison,
Donc on va d'abord essayer, en plus il y a un momenton, d'abord essayer de taquiner un peu le champion sur sa discipline de prédilection. Est-ce qu'on peut écorner sa confiance? On va voir. Est-ce qu'on peut soi-même se mettre en confiance et marquer des points? Eh ben on verra, et peut-être pourquoi pas le finir en soumission sur les rounds derniers, quoi. Enfin c'est pas inenvisageable. Tout est possible, c'est chaud. Parce que ce qu'il a fait à Frankie Edgar, mine de rien. Personne Frankie n'a Edgar oublié. qui est quand même pas mauvais debout. Et c'est ça, c'est dur parce que le combat contre Frankie Edgar, il est opportuniste, et dès qu'il a un peu Frankie Edgar, qui est quand même le mec, on l'avait dit, jamais fini à l'UFC auparavant, enfin même jamais fini en carrière tout court, Ouais. le mec qui s'est relevé de combat contre Gray Ménard où il était censé être mort et enterré, bref, le gars où normalement quand j'ai vu qu'il avait été sonné par le coup, je me suis dit bon bah ok, La routine. ça va se passer, voilà, Ouais. il va réussir soit le takedown, il va s'en sortir. Et bah là non, Non. l'autre est arrivé, bim, 2-3 feintes, et boum, un uppercut, le mec, il a décollé de ses chaussures, le pauvre Frankie Edgar. C'est ça. Non mais ça faisait vraiment comme dans les Astérix, Non mais c'est vrai, c'était terrifiant. Donc ça veut dire que... Ouais. Alors en plus, ça veut dire que au-delà ouais, du fait qu'il a réussi à surprendre Frankie Edgar techniquement, Ouais. ça veut donc dire qu'il a un vrai pouvoir de KO. Ouais. Et Frankie Edgar, techniquement, dans un compartiment où je pense que normalement, au début du combat, on se disait Frankie Edgar debout, ça va aller. Ouais. On n'était pas stressé, c'était Non. plus au sol. Alors que Frankie Edgar est aussi très bon au sol, mais c'est vrai que on se disait plus debout, bah normalement Frankie Edgar va dicter. Ouais, voilà. Il est trop rodé pour que Ouais, pour exactement. qu'une menace comme ça puisse vraiment s'appliquer, et pourtant, bah Et- voilà. Donc quelqu'un qui est capable de surprendre face à un tel calibre d'adversité, Et ça ne devait rien au hasard, hein. C'était pas Non, le non, key non. punch ou je sais pas. non, ça ne devait rien au hasard, parce que de toute façon, on le voit. C'est-à-dire qu'il galère, il est parti de loin, on peut dire, mais à chaque combat, il progresse tellement que maintenant, ça n'est plus de hasard, ça n'est plus du hasard, et ça n'est plus, comment dire, ouais, voilà, c'est plus un domaine dans lequel tu sens que tu peux le taquiner. Enfin, Ouais. c'est flippant. Le texte. Ouais, non, c'est chaud. Alors, monsieur, le pronostic, et ben, après tout ce que nous avons dit, eh bien, il va y avoir un nouveau roi dans la catégorie featherweight. Je vois une victoire de Brian Ortega. Brian Ortega qui va s'imposer. Soumission. J'étais parti pour le 4e, comme nous en avons discuté précédemment. Là, je vois même plutôt 3e round. Voilà, je vois plutôt 3e round. Et je pense en plus, c'est un peu dur, je pense qu'il va y aller serein. Je pense qu'il va aller serein et je pense qu'il va nous impressionner pas mal debout en fait. Je pense vraiment que là, Max Holloway il va pas réussir en fait à submerger quelqu'un qui va être comme Brian Ortega, qui est vraiment avec son style extrêmement relâché finalement. C'est vrai. Et tu vois, il y aura pas ce moment où t'es un peu l'espèce de d'ouragan Max Holloway, où là tu sens que le mec en fait arrive à tenir jusqu'au moment où le gars implose. Et je pense que Ortega va tout le temps être là, bam bam bam, relax. Et quand tu as ce moment là, donc il va arriver au 3e round, et ben il fera transition, bim bam boum, je t'amène au sol, je te fais les bras, et c'est fini. Cela dit, c'est tellement possible. Cela dit, Mais ça me paraît trop simple. ça paraît simple, et puis on oublie quand même, à quel point Max Holloway est bon debout, putain. Ce timing, ce coup d'œil, ce sens du rythme, déjà cette puissance, cette rapidité d'exécution, ces enchaînements, il est très bon en enchaînement, ça peut venir de nulle part, de n'importe quelle distance. On oublie qu'il peut être maître de toutes les distances qu'il veut, ce gars-là. Et s'il veut rester à l'extérieur, là c'est peut-être le seul point sur lequel je suis encore très confiant en Max Holloway et que ce n'est pas une des forces de Ortega, c'est sur vraiment le combat à distance. Pour ce qui est de jabber, de typer, de mettre des low kicks, des trucs comme ça, je pense que Max Holloway sera le roi. Ouais. Et s'il se tient à ça, mais ça m'étonnerait de lui, mais s'il se tient à ça, je pense qu'il peut gagner largement. Non, pas largement, mais il peut gagner, il a toutes ses chances, voire plus. Mais voilà, le problème c'est que faut juste pas faire d'erreur, quoi. Exactement. Du coup, tu dis soumission 3e d'Ortega. Soumission 3e Ortega. Moi je mets décision de Max Holloway. Oh, décision de Max Holloway, parce que je pense que ça va être un combat très 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 serré. Je pense qu'il y aura lieu, si Max Holloway est entier après ce combat dans sa tête autant que dans son corps,
il y aura probablement une revanche parce qu'ils sont encore très jeunes. Oui, tout à fait. Ils sont tellement jeunes d'ailleurs que là. Pour moi, il y aura pas de revanche. Pour moi, c'est le dernier combat de Max Holloway en février. Featherweight, oui. Mais justement, c'est intéressant. Ouais, c'est ce que je pensais. Par contre, là, je vous le dis, je vendrais père et mère pour un Ortega Khabib. Oh putain, oui. Ouais. Oh putain, Le Ortega Khabib, je pense que c'est le seul mec aujourd'hui qui peut, pas sereinement, mais aller voir Khabib et lui dire ok. Non seulement j'accepte d'aller au sol, mais c'est toi qui seras en danger. Ouais. C'est le seul, je pense, à pouvoir faire ça. C'est le seul à pouvoir faire ça dans ces catégories-là. Il y a des gros lutteurs qui peuvent peut-être prétendre mettre en danger Khabib. On va pas partir des digressions de Khabib, mais juste comme ça pour le dire, il y a peut-être des Ousmane, des Colby, des Tyrone qui sont tous dans la catégorie au-dessus. Mais voilà, ils seraient obligés de descendre. Mais là, dans les mecs qui pourraient combattre en lightweight, je pense Ortega, toutes ses chances. Il a toutes ses chances. Et ce serait tellement stylé. Après, il a l'air d'être parti complètement. Père, c'était une expression. Papa, vraiment. On t'aime. Enfin, mais oui. Je vous aime aussi, mais c'est vrai que c'est différent. Je suis pas. Donc bref, pour dire, pour en revenir, donc Max Holloway, dernier combat en featherweight. Mais par contre, le problème, c'est que les deux, pour moi, Ortega va par contre rester un petit peu plus longtemps. Parce que c'est vrai que là, si les deux se barrent, il n'y a plus personne. Par contre, et moi, c'est ce qui me fait peur, en fait, avec Max Holloway. Je veux pas lui manquer de respect parce que je l'aime énormément, Max Holloway. Mais, est-ce que à la manière de Dimitri Johnson, on n'embellit pas un peu le palmarès de Max Holloway dans le sens où il est devenu champion ceinture intérimaire en battant Anthony Pettis, qui est ce qu'on sait aujourd'hui loin d'être le grand Anthony Pettis d'avant. D'autant plus qu'il était diminué par son cut. Exactement. Qu'il n'a plus retenter. Obtenu le title shot, on ne sait trop comment. Ensuite, il a battu 2 fois José Aldo qui est plus non plus le grand José Aldo. Il a battu, en fait, c'est ça que je reproche un petit peu, je reproche pas, mais il est sur la plus imposante série de victoires actuelle de l'UFC avec 12 victoires si je ne m'abuse. Il a battu tous les noms, mais il n'y a pas eu, en fait, cette référence ou le truc à la Conor McGregor de tu fais tomber le roi dans son prime, en fait. Et c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire, et finalement, je partage. Il n'y a pas eu ce degré de hype, cette marche dépassée par un exploit. Il n'a jamais battu la référence, en fait. Ouais, ou alors battu, ou alors, parce que quand je dis exploit, tu vois, je pense à Ortega qui met KO Frankie Edgar. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est une référence, même si ce n'est pas la référence, mais c'est un exploit en soi parce qu'il accomplit l'impossible, tu vois. Et c'est vrai que même s'il est impressionnant et qu'on peut d'abord juger ce qu'on voit, c'est-à-dire une technique incroyable, tout à fait. Il est exceptionnel comme combattant, ça on le voit, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu ce combat de référence où il a accompli l'exceptionnel. Il n'est pas encore monté pour mettre KO un Tony Ferguson, il n'a pas encore mis KO Conor en featherweight. Donc, je vois ce que tu veux dire, ça et même manque... au niveau des styles, t'as pas eu le... Tu vois, par exemple, là, Ortega, on est là en train de se dire, putain, c'est vrai que le sol, ça peut être très très chaud, parce que c'est vrai que les top calibres que Holloway s'est tapé, Lamas, Aldo, Pettis, c'est pas des mecs qui sont réputés pour leur sol. C'est ça, en fait, qui me fait un petit peu peur, c'est que les points d'interrogation sont sur des choses où finalement on l'a jamais vu face à de vraies adversités. On pourrait dire que Lamas, qui est quand même un très bon lutteur, il a su nullifier ça parfaitement. Mais c'est vrai que c'est un peu le seul maître étalon qu'on ait. D'où, c'est vrai, peut-être l'incertitude, là. Hein. Putain. Parce qu'il n'y a pas eu s'il y avait eu, tu vois, le combat précédent qui devait y avoir Holloway contre Frankie Edgar, mon discours aurait été différent. Parce que, tu vois, il aurait eu cette espèce de mec qui est, comme Yair Rodriguez, tu vois, comme Frankie Edgar contre Yair Rodriguez, le mec qui brise la hype et qui est un peu, voilà, le gars où tu sais, si tu passes Frankie Edgar, t'es qualifié. T'es officiel. Exactement, t'es officiel. Et là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'à chaque fois, tous les chocs qu'il y a eu, c'était des chocs qui étaient dans le style plutôt à son avantage. C'est vrai. Mais après, Max Holloway, la plus grosse série active de l'UFC de victoire, c'est quand même du très solide. D'autant plus qu'on peut pas lui en vouloir, lui n'y est pour rien. Clairement. C'est vrai. Après, juste en aparté, tu disais que s'ils partent, Ortega et Holloway, la catégorie meurt, c'est peut-être vrai pour un temps, mais en revanche, avec les habits qui arrivent et les Yair Rodriguez, on a quand même mais je veux dire, il y aura un an. Il y aura un peu de battement. Genre un Moïcano champion, tu vois.
Ouais. Non, je pense qu'ils mettront Zabit avant de mettre Moicano. Zabit. Ouais, non, mais c'est clairement. Donc c'est un peu ça, moi, qui m'intéresse. Et puis j'aurais aussi, c'est terrible avec Max Holloway, mais son forfait de l'UFC 223, moi, je pardonne pas. Quand il a. Quand il devait y avoir, mec, le combat. Avec Khabib. Ouais. Oui, mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. C'est la putain de commission qui n'y connaît que dalle. Mais s'il y avait eu ce combat. Mais je sais. Ça aurait été ouf. Mais tellement ouf. Oh là là. Ouais. Bah ouais. Mais on se fait du mal là, on est là là. Bref, terrible. Le combat qui avait été annoncé en plus le 1er avril. Ah putain, mais oui, c'est vrai. Oh purée. Ils ont osé. Ouais. Enfin, donc là pour le pronostic, donc Holloway par décision et pourcentage de sûreté. Parce que maintenant on fait ça. On commence à faire ça. Ouais. Histoire d'être complet comme ça. Parce qu'on n'oublie pas. Non, ça, on n'oublie pas. Et pas de genre. Là, je mets décision de Max Holloway sur à 60%. Oh, quand même, j'ai confiance. Et ben moi, je mets 48. On va tellement se faire clasher sur ça. Ouais, je sais, mais je mets 48. Tu titilles. Je mets 48 parce que je pense, en fait, je mets Holloway, Ortega victoire à 70%, mais après, c'est plus où, en fait. Oh, wow. C'est plus où. Et ce qui est horrible, c'est que, voilà, c'est ce que j'avais dit avant le podcast, c'est que j'ai vraiment du mal à voir Ortega galérer contre Max Holloway. Je sais pas, je trouve que lui a tellement tout ce qui précède le combat qui va dans son sens, alors que Max Holloway, là, c'est terrible il enchaîne galère sur galère sur galère, et puis l'autre, il est... t'as l'impression, tu sais, que tous les jours, il apprend un nouveau truc, tu vois. C'est vrai que la marée est plutôt montante pour Ortega, et rogne cette ces collines, putain, j'essaie de partir dans une métaphore. Cette colline Holloway. Non, comment ça s'appelle déjà quand tu sais, en gros, tu veux te suicider, tu sautes d'une falaise, c'est ça. Voilà, qui rogne la falaise, tu vois, cette marée montante qui rogne la falaise. Et c'est vrai que tout va dans le sens d'Ortega, que ce soit extra sportif ou sportif pour l'instant, lui est sur une, même si on dit que les deux progressent tout le temps, c'est vrai, mais Ortega a un rythme beaucoup plus soutenu que notre ami Max. Que notre ami Max. On a passé 22 minutes là-dessus, on voulait répondre à vos questions, ce sera pour un prochain podcast, puisque là on va passer au Common Event, dont tout le monde se fout, sauf nous. Ah ouais. Et bien c'est donc pour le titre, enfin, après une première championne qui s'appelait... Montano, exactement, Montano qui a été destitué parce que, Parce que bat les couilles, exactement, qui avait quand même remporté le titre en remportant le TUF, pour vous faire une idée un peu de bien démarrer la catégorie, qui ensuite devait affronter Alexandra Steele, Shevchenko, cette bonne Valentina, aucun respect là, c'est n'importe quoi. Valentina Shevchenko, finalement elle avait eu des problèmes. Dana White lui avait dit bon, ok, arrête ton cinéma, on te destitue, et finalement il y a quand même un combat qui devait ensuite être contre Eubanks contre Shevchenko. Finalement l'UFC s'est dit bon, on va quand même pas pisser, on va peut-être respecter les femmes, qui devait être main event en plus au Madison Square Garden. Finalement, eh bien, ils font quand même plaisir aux fans avec un combat intéressant entre Joanna Jedrzejczyk, l'ancienne reine de la catégorie strawweight, qui avait en ligne de mire avant ses 2 défaites contre notre ami Rose, le record de victoire, de défense de ceinture, dommage, de Ronda Rousey, et qui maintenant donc monte, qui passe de strawweight à flyweight pour affronter Shevchenko pour un peu, grosso modo, le titre inaugural, officieux de la catégorie flyweight. Donc un combat intéressant, puisque Shevchenko, elle, descend d'une catégorie, et qui s'était offert pour ses débuts, parce que c'est une bantamweight naturelle, mais petite bantamweight, on va dire, qui s'était offert pour ses débuts, la pauvre Priscilla, une brésilienne, qui s'est pris la plus grosse branlée de l'histoire, je pense, du MMA féminin, parce que c'était une fille qui avait aucun combat à l'UFC, ils lui ont un peu dit, bah tiens, viens par là, toi tu veux pas me casser la gueule. Mais putain, c'est vraiment ça, c'est genre la chair à canon, c'est... Et puis en plus c'était Yamazaki qui était l'arbitre, donc du coup elle a pris cher pendant je sais pas tant combien de combats. Il y a même un des rounds où elle avait tapé 3 fois et l'arbitre avait refusé d'arrêter le combat. Enfin c'est là où tu sais que t'as fait une erreur de casting quand même. Enfin putain. Si vous voulez regarder ce combat-là, il est malaisant. Ouais, vraiment malaisant parce que bon, c'est vrai qu'on se marre parce que c'est vrai que c'est ubuesque, mais d'un autre côté, elle a quand même pris cher dans le sens. On parlait il y a quelques minutes là des commotions, des syndromes de commotion de Max Holloway. Là, tu te prends quand même une spécialiste du Muay Thai
pendant putain de 3 ou 4 rounds à pleine balle. C'est moi, voilà, c'est moi contre Francis Ngannou et en gros c'est pas possible d'arrêter. Et on arrête pas avant le 4e round. C'est ça. Ouais, bah voilà, c'est grosso modo. Bah donc on meurt en fait. Ouais, hein. oui, C'est ce qui s'est à peu près passé. Mais donc voilà, c'est un choc entre Shevchenko qui descend et Jedrzejczyk qui monte. Et voilà, c'est ce qu'on disait un peu avant le combat. Alors, ça va être génial parce qu'elles se sont déjà affrontées en Muay Thai parce qu'elles étaient pro de Jedrzejczyk, de Shevchenko, pardon, on fout. Mecs sont chauds. Oh là là, on est à fond. On est à fond. Elle avait donc déjà perdu Jedrzejczyk contre Shevchenko en Muay Thai. Elles reviennent toutes les deux là, donc elles se refont un petit peu la revanche en MMA. Ouais. Je pense qu'il y aura, c'est ce qu'on disait, hein, on pense tous les deux qu'il y aura un différentiel de puissance assez important et que Shevchenko va rigoler zéro et quand comment dire, elle va faire sa spéciale Jedrzejczyk, c'est-à-dire essayer de faire un peu des blitzkrieg avec des coups très rapides et voilà multipliés, etc. Ça marche, je pense que ça marche effectivement, et c'est pas je pense, évidemment ça marche en strawweight contre une ancienne bantam. Ça ne marchera pas. Vraiment, je ne pense pas. D'aucuns qui a battu Holly Holm. Qui a battu Holly Holm quand même. Et Holly Holm, c'est pareil. Hein. Enfin, championne d'anglaise, championne de kick, championne de MMA. Ouais. Et donc, elle est pas fine la gamine. Pas fine la gamine. C'est vrai. Et comment dire. Et là, d'aucuns pourraient dire que oui, mais la vitesse pourrait battre. Alors le problème, c'est que premièrement, Shevchenko est une super bonne contre-attaquante. Clairement. Super bon, avec un coup d'œil de dingue, et quand elle contre-attaque, elle fait mal. Ouais. Mais mal, genre Muay Thai mal, c'est-à-dire Muay avec des coudes, avec des genoux, et des projections. C'est-à-dire que, oui, quand Valentina contre, elle va faire, je pense, beaucoup plus mal à Jedrzejczyk, que Jedrzejczyk ne sera capable de la blesser. Je pense vraiment, le différentiel de puissance, on en parle souvent avec les Moussassi contre McDonald, avec les Storm Shlemenko contre les Tito Ortiz, au niveau de l'impact que peuvent produire ou pas des gens de catégorie inférieure. Et ben là, je pense qu'on va avoir à peu près la même chose, et d'autant que, voilà, je finis sur ça, d'autant que je pense que Shevchenko pourra mettre vraiment, je pense, surprenamment facilement Jedrzejczyk au sol quand elle le désirera. Mais Jedrzejczyk n'a pas les armes là en fait. Vraiment, je pense elle pas. est limitée, et puis ce qui est bien, c'est qu'à l'UFC, vous pouvez voir que en restant sur 2 défaites consécutives, on peut obtenir un title shot. C'est parti pour le pronostic, monsieur. Shevchenko KO round 3. Pouf, et ben moi je vois Shevchenko KO round 2, mais après un petit ponçage, je pense. Ouais. Je pense que ça va être assez dur. Donc Shevchenko aura poncé Jedrzejczyk. Oui, aura poncé Jedrzejczyk, et puis ça se finira par KO parce qu'on l'a vu, c'est quand même pris un sale KO contre Thug Rose. Et ça fait 2-0 quand même. C'est pour ça, et c'est ce qui me fait peur. Et puis comme on disait, c'est quand on disait pas fine la gamine à propos de Holly Holm, c'était bien évidemment pour dire qu'en fait Holly Holm, qui a combattu ensuite en featherweight, est quand même assez grande et assez lourde pour une massive pour une combattante féminine. Elle pourrait pas cutter elle en flyweight. Exactement. Ouais. Ou même on en parlait aussi de Juliana Peña qui elle aussi est assez imposante, donc c'est vrai que imposante, et pour les deux elle les a battues à chaque fois, donc elle a l'habitude des gros formats aussi, et là je pense que pour elle va être ça va être la petite promenade de santé. Et ensuite elle va rester championne pendant très longtemps, je pense. Là il y a tellement personne de toute façon. Non, il nous reste 1 minute. De quoi on parle? On parle de... Allez, à la semaine prochaine. Soit.